Ah, c'est bon. D'accord, comme ça aussi c'est bien. Très bien. Alors bonjour et merci d'être venu donc, pour ce troisième débat autour de questions d'habitat et de fabriques urbaines. Donc aujourd'hui, on accueille donc, Adrien Gros et Paul Citron. Adrien Gros, qui est ingénieur urbaniste et directeur de l'aménagement urbain d'Aquitanis, l'Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole. Bienvenue, bonjour. Et Paul Citron, qui est directeur du développement, et puis on corrigera ça sur le panneau tout à l'heure, de Plateau Urbain, qui est impliqué aussi dans la preuve par 7 et qui est un urbaniste, on peut dire, qui travaille dans ce qui est un peu, on peut dire, facilement appelé l'urbanisme transitoire. Je dis ça parce que c'est un terme qui a besoin d'être un peu explicité et qui a besoin d'être, on peut dire, déployé. Donc, une des raisons pour lesquelles Paul est avec nous aujourd'hui, c'est pour nous expliquer aussi ce qu'est l'urbanisme transitoire et jusqu'où peut aller son impact et son effet. Donc, l'idée est vraiment d'essayer de comprendre aujourd'hui quels sont les leviers, quels sont les vecteurs, on peut dire, qui produisent la ville, quels sont les acteurs aussi, quelles sont les évolutions qu'on est en train de voir se mettre en place les 5, disons, dernières années. Est-ce qu'on va dans le sens d'une intensification, d'une accentuation de l'innovation ? Est-ce qu'on va dans le sens d'un appauvrissement? C'est ça qu'on va essayer de discuter en s'appuyant sur des exemples, sur votre expérience l'un et l'autre dans vos domaines respectifs, et en essayant un peu de dégager un peu des grandes lignes et éventuellement un sens politique à certains choix qui sont en train d'être faits au niveau de la fabrique urbaine. Donc je vais commencer par une question à Paul Citron. Paul, je vous ai connu quand vous étiez impliqué dans les Grands Voisins. Les Grands Voisins était un projet, et vous me corrigerez si je me trompe, assez surprenant qui a eu lieu à Paris, hein, dans un ancien hôpital, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et le projet consistait à, on peut dire, occuper créativement et professionnellement la friche de cet hôpital, l'investir par une petite ou une grande centaine, on peut dire, d'associations et de futurs professionnels, de créer une sorte de réseau d'activités avant l'aménagement, mais aussi de faire en sorte que la ville qui va se construire puisse se faire sur des bases, on peut dire, de mixité réelle, puisqu'il y aura de l'activité dans ce quartier en construction. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus? Parce que voilà, ça, je réponds moi-même à la question, qu'est-ce que l'urbanisme transitoire? Mais ça serait peut-être intéressant d'entendre de vous comment vous avez travaillé aux Grands Voisins et quels étaient les objectifs et qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors, bonjour. Merci pour l'invitation, Christophe, tout d'abord. Donc, effectivement, je pense que les Grands Voisins sont sans doute un bon exemple pour essayer d'illustrer ce qu'on veut, ce qu'on prône et ce qu'on défend à travers cette notion d'urbanisme transitoire. Donc, l'idée de base des Grands Voisins, c'était d'occuper cette friche hospitalière qui faisait environ 40 000 m² sur un peu plus de 3 hectares, donc qui représentait un petit quartier de la ville de Paris, du 14e arrondissement. Et donc d'utiliser ces bâtiments en transition qui n'avaient plus momentanément de valeur d'échange, qui allaient devenir un futur écoquartier, un futur développement immobilier, mais qui restaient des bâtiments qu'on pouvait utiliser et donc auxquels on pouvait donner une valeur d'usage. Donc le premier objectif de l'urbanisme transitoire, c'est de s'insérer comme ça dans ces interstices
à la fois urbain et temporel pour donner une valeur d'usage au bâtiment. Et donc, au Grand Voisin, l'objectif premier, c'était d'accueillir plusieurs centaines de personnes en situation de précarité. Donc ça, c'était l'association Aurore qui portait ce projet. Et donc d'ouvrir des centres d'hébergement d'urgence pour accueillir dans un beau quartier, un quartier plutôt aisé de la ville de Paris, des personnes en situation de précarité. Et donc, autour de ces différents centres d'hébergement d'urgence dans les bâtiments hospitaliers, l'association Aurore, entourée donc de l'association Plateau Urbain, qui est devenue par la suite une coopérative, et de l'association Yes We Camp, ont décidé de ne pas s'en tenir à ces activités d'hébergement d'urgence, mais aussi de diversifier l'occupation avec donc effectivement des espaces de bureaux, d'ateliers, d'activités pour à la fois des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs du monde de la culture, des jeunes entreprises, des artisans, autant de structures, de personnes, de travailleurs qui n'ont pas forcément accès à l'immobilier traditionnel de la ville capitaliste classique, mais dont l'activité est néanmoins essentielle pour le fonctionnement de la société, voilà, la culture, le monde associatif, le monde de la production en ville. Et donc, c'était l'idée de mixer voilà, ces deux usages, en ouvrant également le site au public et en y faisant ce qu'on appelle de la programmation ouverte et de l'animation d'espaces publics, avec l'association Yes We Camp, et donc en prenant peu à peu possession de ces dizaines de milliers de mètres carrés pour progressivement animer donc un quartier, lui donner un usage et donc une rétroaction positive sur la ville, et montrer que finalement on pouvait imaginer le fonctionnement d'un quartier entier, d'un bout de la ville de Paris, le fonctionnement à la fois humain, technique, économique, urbain, et donc d'imaginer ce fonctionnement petit à petit. Et c'est cette parenthèse, puisque le projet a duré 5 ans, qui finalement, de temporaire, est devenu transitoire, vu que la mairie de Paris et leurs aménageurs, qui ont fait confiance aux porteurs de projets des Grands Voisins, ont finalement tiré quelques enseignements des expériences qu'on avait comme ça imaginées petit à petit de manière voilà, très organique au fur et à mesure du projet, en ont tiré les conséquences pour le projet final, en modifiant la programmation, en conservant des bâtiments qui devaient être détruits, en amenant une programmation aussi sociale dans le projet. Donc finalement, c'était en quoi est-ce que c'est de l'urbanisme transitoire? C'est parce que ça avait un début et une fin, mais finalement, ça préparait un futur quartier. Finalement, ça améliorait la programmation et le fonctionnement du futur quartier. Moi, je peux voir ce que vous avez fait que comme une sorte on peut dire, de réponse à l'histoire, parce qu'on a longtemps reproché à l'urbanisme, surtout l'urbanisme de la seconde moitié du XXe siècle, d'avoir échoué à créer des quartiers vivants, des quartiers cohérents, d'avoir, on peut dire, créé du logement salubre, mais sans jamais pouvoir refaire de la ville. Et là, on a l'impression que vous partez, on peut dire, des conclusions, vous tirez des conclusions de cet échec, et il faut faire la ville, et il faut qu'il y ait l'activité avant presque de pouvoir habiter. C'est-à-dire, on part du principe qu'il faut qu'il y ait un réseau d'activités avant même d'investir par de l'habitat et par des logements le lieu. Et je sais pas, c'est un peu l'idée, parce que je crois qu'il y a une cinquantaine, on peut dire, de ces occupants initiaux qui ont été pérennisés dans la forme finale. Alors, aujourd'hui, le site est en travaux, mais effectivement, dans le futur projet, il y aura environ plus de 5000 mètres carrés d'espace d'activité dévoués voués à accueillir des activités de l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'était effectivement de tirer, de prendre acte du fait que la vision planificatrice à 100% de la ville
ne peut pas s'adapter, ne peut plus s'adapter et ne peut plus répondre aux enjeux de la société, notamment de la société urbaine, qui évolue beaucoup plus vite aussi que ne l'était la ville peut-être durant le XXe siècle, et donc de permettre de construire la ville au fur et à mesure, donc une ville plus adaptable, plus souple et aussi du coup plus sobre, vu qu'en venant occuper ces bâtiments, c'était autant de mètres carrés neufs à construire en moins, et c'est aussi l'enjeu de ce projet urbain, de récupérer, de réutiliser beaucoup de ces bâtiments. Donc c'est finalement un urbanisme où l'acte vient précéder la théorie, et on pense que ça peut être une manière peut-être plus sobre, plus adaptée, mais aussi plus généreuse de faire la ville. Merci. Adrien Gros, à Bordeaux, on a vu des très beaux projets, on peut dire, expérimentaux ou pilotes. On pourrait même dire que parmi les projets qui sont cités dans le monde entier de transformation d'habitat en France, voilà, vous avez la chance d'en avoir un qui est à Bordeaux, le projet de l'Hackathon Vassal au Grand Parc. Donc vous avez, et Aquitanis a longtemps été dans une dynamique comme ça, innovante et prospective pour trouver des nouvelles façons de faire les choses. Est-ce que l'urbanisme transitoire tel que le décrit Paul Citron vous tente et tente Aquitanis? Est-ce que ça fait partie un peu des choses que vous avez en vue Alors, complètement. On vous remercie de l'invitation et puis qu'on soit ensemble en plus ce soir, puisque ça nous tente tellement qu'on est sociétaire de Plateau Urbain depuis l'année dernière. On travaille depuis 2-3 ans pour voir comment ce modèle de plateau urbain, on peut l'amener sur la métropole bordelaise, dans cette logique d'essaimage un petit peu, et en gros de déployer cette solution, cette idée. Comment on en arrive là aussi pour un bailleur social? Je pense qu'effectivement, il y a un sillon qui est creusé depuis plusieurs années sur cette question de quel est le sens de notre action sur un territoire. Et autant notre cœur de métier, c'est effectivement le logement, d'en construire, de loger des gens. Ça va au-delà, puisqu'on a plein d'autres métiers derrière, celui d'être aménageur aussi, celui de gérer des locaux commerciaux. Donc finalement, d'avoir des sujets qui sont assez généraux sur la question de la ville, et toujours porté par cette idée qu'un opérateur public ne peut pas ne pas se préoccuper de ces questions de mutation de la société et des transitions qu'on a à mener. Et cette question de l'occupation transitoire, d'ailleurs j'aime bien le rapprochement transitoire-transition finalement, parce qu'on voit qu'on accompagne, on n'est pas dans la production ex nihilo de quelque chose qui va sortir, mais bien dans finalement l'accompagnement progressif de réponse à des bruits faibles, à des choses qui émanent de la société. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est de passer vous évoquiez tout à l'heure cette question de travailler avant le projet avec les gens. Quand on mène par exemple un projet d'habitat participatif, on a mené plusieurs à Bordeaux, que ce soit en accession sociale ou en locatif social. On a la Ruche à Bègle, notre filiale Axanis, Locus Solus. On mène aussi des projets de réhabilitation participatifs avec les gens. On se rend compte qu'on part d'un postulat de se dire les gens ont envie d'avoir la main sur la conception de leur logement, d'être acteurs. Et en fait, ce qu'on découvre, et ce qui est plus riche, c'est la communauté qui se crée avant de venir habiter. C'est toutes ces rencontres, ce voisinage, en fait, d'ailleurs qu'on n'arrive plus à faire très bien, on voit l'écueil de ce que tu évoques sur ces quartiers qui sortent, sur ces nouveaux bâtiments où chacun chez soi, et on essaie de trouver des stratagèmes pour que la mayonnaise prenne. Et donc cette question de communauté avant, elle est déterminante aujourd'hui. La question urbaine, elle s'est beaucoup focalisée, elle se focalise beaucoup dans le monde professionnel sur cette question de l'architecture, de ce qu'on voit, du sens de la vue. Alors que ce qu'on aime dans les villes, je pense tous, c'est aussi l'ambiance
Et je pense qu'il y a besoin d'un vrai déplacement, justement, de passer de ce formalisme de la production, de l'architecture, du dessin, qui accapare beaucoup d'énergie pour les professionnels de la fabrication de la ville, que ce soit les aménageurs, les élus, les architectes, les promoteurs. Et nous, ce qu'on aime, c'est que dans ce qui se passe avant et dans ce qu'on peut initier avant et qui préfigure l'après, il y a beaucoup plus de richesse, il y a beaucoup plus de valeur, il y a beaucoup plus de sens aussi. Donc voilà un peu ça permet aussi de résumer un peu comment Aquitanis effectivement s'est positionné, continue de se positionner. Ouais, un pas de côté assez fort finalement, et le transitoire et le partenariat avec Plateau Urbain, bah, il vient tout seul un peu naturellement. Et je crois que quand on s'est rencontrés, il y avait cette question des valeurs communes et de pourquoi on le fait. On ne le fait pas juste pour ouvrir une friche, boire des bières et faire un coup de com'. Et je pense que ce que ça porte derrière, c'est effectivement la possibilité d'agir formellement sur des questions d'écologie, de solidarité, de citoyenneté, enfin, quelle est la place de chacun dans cette production urbaine. Paul? Ouais, je voudrais ajouter que pour nous, le fait d'avoir Aquitanis, donc bailleur social, parmi les sociétaires de la jeune coopérative Plateau Urbain, c'est aussi un symbole déjà, parce que c'est toujours agréable quand un tout petit acteur, tout nouveau et tout claudiquant attire un OPH comme Aquitanis. Mais surtout, c'est aussi le fait que les bailleurs sociaux, c'est des gens qui à la fois produisent et gèrent du logement. Et je pense que cette dissociation qu'on voit de plus en plus entre la production de la ville d'une part et sa gestion, eh ben, ça fait partie peut-être des erreurs commises au cours des dernières décennies dans le modèle général de l'urbanisme en France et même dans le monde occidental, parce que finalement cette opposition, elle vient, elle vient souligner beaucoup de contradictions quand c'est pas la même personne qui produit et qui gère. Et dans l'urbanisme transitoire, il y a l'idée d'intégrer à la fois la production et la gestion, vu que c'est en utilisant les lieux qu'on va réfléchir au projet. C'est cette idée de programmation ouverte. Et donc c'est finalement un besoin de mise en sourdine un peu de l'urbaniste et expert, avec voilà tout son lot même de violence symbolique et d'imposition depuis le haut d'idées et de solutions au profit d'une expérience, d'une expérimentation qui peut mieux s'adapter, selon nous, aux enjeux d'un territoire et plus largement aux enjeux de la société. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'urbanisme transitoire est un urbanisme qui va vers la transition sociale, écologique, urbaine, parce qu'il est mieux adapté à ces enjeux du fait de cette méthode de programmation ouverte. En France, on dit souvent que c'est des démarches participatives. Je pense que le terme qu'utilisent les anglo-saxons, qui est empowerment, est intéressant aussi, parce qu'il dit quoi? Il dit qu'on donne le pouvoir. Et on a cette dimension quand même assez forte dans certains de ces projets, que finalement l'enjeu n'est pas juste de prendre part ou de boire des bières, comme vous l'avez bien dit, mais peut-être aussi d'avoir le pouvoir sur la ville. Et on le sent précisément dans des cas comme celui de Plateau Urbain, où finalement l'enjeu de cette occupation n'est pas l'instant festif, on peut dire, de l'ouverture du lieu, mais vraiment le devenir dans le temps. Je ne sais pas, est-ce que ça vous donne envie d'ajouter quelque chose? Je pense que cette question de la temporalité, elle est essentielle, et je crois qu'il ne faut pas opposer un urbanisme temporaire à un urbanisme qui serait pérenne. Premièrement, l'urbanisme temporaire, il a toujours existé, hein, ça fait sans doute depuis Babylone que l'urbanisme temporaire existe, et il consiste en quoi? Il consiste en l'utilisation non marchande d'interstices urbains. Et derrière, alors, quand on oppose le temporaire au pérenne, on dit bah voilà, il va y avoir une phase temporaire pendant laquelle on va penser les choses, etc., et une phase pérenne pendant laquelle plus rien ne va bouger, bah,
on voit bien que c'est faux, parce qu'en fait, est-ce que lorsque... je veux dire, la ville, elle évolue de toute façon, la ville pérenne, elle évolue, je pense que ce qui change, et ce qui est accepté dans l'urbanisme temporaire et qui n'est malheureusement pas accepté dans un urbanisme théoriquement pérenne, mais qui en fait, selon moi, est une vue de l'esprit, c'est le fait de pouvoir expérimenter, le fait de pouvoir éventuellement se tromper, le fait de pouvoir avancer comme ça petit à petit. Donc je pense que l'urbanisme transitoire revendique finalement le fait que la ville puisse évoluer perpétuellement, et que moins on opposera le transitoire et le pérenne, et mieux ça ira pour les gens, parce que les gens, ils n'ont pas l'impression, quand ils habitent quelque part, d'habiter quelque part de manière temporaire. Or, la plupart vont déménager au bout de quelques années. Dans un centre d'hébergement d'urgence, les gens restent quelques semaines, quelques mois, et ont vocation à bouger. Une entreprise, une association, pareil, elle va déménager. Donc finalement, une ville est par essence, l'utilisation d'une ville est par essence temporaire, et on pense qu'il faut peut-être réhabiliter cette notion et l'assumer pour voir ce que ça dégage, et voir aussi comment est-ce que cette utilisation non marchande de l'espace urbain, et je pense que la vraie distinction, elle est là, non marchande ou extra-marchande, c'est-à-dire qui ne produit pas la même rente foncière que la ville dite pérenne, mais qui produit d'autres formes de valeurs qui sont tout aussi, si ce n'est plus essentielles au fonctionnement de la société, voir comment est-ce que ces pratiques-là, elles peuvent diffuser autre part que dans les friches. Ouais, tu parles d'empowerment, il y avait un des mots qui était utilisé aussi dans la synthèse de notre débat de ce soir, qui était l'émancipation, d'agir de cette façon-là, en tout cas de se dire qu'il y a une émancipation possible, ou qu'on laisse la place à tout ça, c'est aussi un lâcher-prise, et ça nécessite un déplacement professionnel. Tu parlais de la gestion, par exemple, tout à l'heure. Effectivement, nous, on le voit très bien, cette difficulté qui est naturelle, de se dire comment je lâche prise finalement sur un logement, sur un lieu d'habitat, comment je laisse faire, jusqu'où je laisse faire, et comment je reste moi-même en maîtrise sur ce sur quoi je dois rester en maîtrise. Et la question de pouvoir, je pense qu'elle est aussi complexe pour les élus aujourd'hui. Je pense que tu vas nous amener sur ce sujet-là, mais le laisser faire, c'est assumer qu'à un moment donné, on ne dirige pas tout, et qu'on transfère une part d'action, et qu'on n'a pas prédéterminé les choses, ce qui peut procurer une certaine angoisse, parce qu'on ne sait pas forcément où on va. Quand on a commencé à travailler sur cette question de l'occupation temporaire et de l'urbanisme temporaire sur Bordeaux, c'est clair que les premiers réflexes sur un territoire qui ne l'a pas encore éprouvé, testé, ça va être la non-maîtrise derrière, la ZAD, le fait que voilà, tout s'emballe finalement, et on perd la maîtrise, et donc on perd la possibilité de faire des projets. Ce qui a été le cas, par exemple, sur ce qui s'est fait un peu dans la lutte aussi, sur des projets comme Tempelhof, où on part d'un grand projet immobilier qui est finalement abandonné, et qui laisse place à ce qu'on connaît maintenant, qui est un lieu fantastique. Et donc je pense qu'il y a il y a un déplacement, il y a une prise de risque forcément qu'on doit prendre tous en tant que professionnels. Je pense que voilà, ça renverra aux questions qu'on va se poser après sur ces acteurs, et comment tout le monde se positionne. Donc, par rapport à ce sujet. J'aimerais bien passer à des sujets qui fâchent un peu plus, parce que là on est un peu quand même dans les cas exemplaires, et puis qui restent quand même encore minoritaires. Il y a aussi quand même les gros leviers, on peut dire, de la fabrique urbaine, qui suivent des cours et des trajectoires qui ne sont pas exactement celles qu'on vient de décrire maintenant. Et j'aimerais bien, encore une fois, voilà, en venir à poser la question à Paul. Paul, vous avez écrit une thèse, et c'est rare de rire en lisant une thèse. Moi, j'ai lu certains passages de votre thèse que j'ai trouvé même drôles, dans sa façon, quand vous décrivez un peu des moments où vous avez infiltré, on peut dire, des grands promoteurs et immobiliers, et vous avez enregistré des choses, et vous citez, bien évidemment sans dénoncer de manière nominative qui que ce soit, mais des échanges dans des séances de travail chez certains promoteurs immobiliers, et d'une certaine manière, vous
on peut dire, vous utilisez un peu ces passages pour montrer à quel point la logique, on peut dire, qui régit un peu ces grands groupes n'est pas nécessairement à l'avantage du bien commun. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est contradictoire, on peut dire, entre les aspirations et ce qui anime un grand groupe du BTP immobilier et ce que serait l'intérêt commun. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces constats que vous avez faits? Alors oui, les constats que j'ai faits dans ma thèse, donc après un peu plus, presque 2 ans passés donc, au sein d'un grand opérateur immobilier français, avec leur accord et en prenant des notes plutôt qu'en enregistrant à leur insu. Enfin, tout était très officiel. C'était le fait qu'aujourd'hui, il y a une puissance publique qui délègue, qui transfère ses compétences, qui transfère ses compétences de production de la ville vers le marché, vers les opérateurs privés. Donc ça vient, donc justement, tout part de la puissance publique qui a dû, en accord avec les règles européennes, libéraliser le marché de l'aménagement et donc qui s'est mis à passer des marchés avec des opérateurs immobiliers pour qu'ils produisent non plus des immeubles, mais des quartiers entiers. Et en fait, on voit bien, et les opérateurs immobiliers en sont pleinement conscients, que autant sur la production d'immeubles, il y a un marché derrière ça, que ce soit d'immeubles de logements privés ou de logements sociaux. Mais par contre, il y a plein de pans de la ville, notamment les espaces publics, les équipements publics, qui, eux, forcément, coûtent de l'argent sans en rapporter. C'est pas le but qu'ils en rapportent. Et donc, ce que j'observe dans ma thèse, c'est que lorsqu'on demande à des groupes qui sont cotés en bourse et qui ont des contraintes de rentabilité de finalement prendre en charge des enjeux d'intérêt général, eh ben, forcément, il y a une contradiction et forcément, ils ne sont pas outillés, même intellectuellement, politiquement, pour le faire, parce qu'ils ne réfléchissent pas selon le même pas de temps, ils n'ont pas les mêmes échelles de péréquation, ils ne peuvent pas d'un coup décider que ça, ils vont perdre de l'argent parce que c'est important pour la société. Autant de privilèges intellectuels et financiers qu'ont les acteurs publics, que peuvent avoir les acteurs de la société civile, mais que n'ont certainement pas des acteurs de marché comme les opérateurs immobiliers. Donc ce que je conclus de ma thèse, finalement, c'est que ce transfert de prérogatives du public vers le privé devrait s'accompagner davantage, au moins, de régulation pour encadrer l'action des opérateurs immobiliers, qui ne demandent que ça, d'ailleurs, qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. Et d'autre part, peut-être que ce transfert, il n'aille pas seulement vers les acteurs privés de la production de la ville et donc vers les firmes de l'industrie immobilière, mais qu'il aille aussi vers les acteurs privés de la gestion de la ville. Et en fait, les acteurs privés de la gestion de la ville, c'est tout simplement la société civile aussi. C'est aussi, c'est aussi vous, moi, c'est aussi des associations. Et c'est pas forcément, je veux dire, ce lâcher-prise, il n'est pas obligé de se faire vers des acteurs de marché, il peut se faire vers des acteurs de la société civile, vers un peu ce tiers secteur qui représente à la fois le public, le privé, en fait, les communs. Et donc, je pense que le plateau urbain et ce qu'on a fait par la suite, ça découle aussi, d'une certaine manière, de ces conclusions que je ne suis pas du tout les seuls à tirer, bien évidemment. Donc on devait remplacer, on peut dire, la planification par une sorte de gestion démocratique. Et finalement, grâce à l'urbanisme du projet, on est en train d'aller vers une planification privée. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faudrait... C'est ça la situation dans laquelle on se trouve. La situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'effectivement, les acteurs publics, en général, délèguent des morceaux de plus en plus gros de territoires urbains
à des opérateurs de marché. Et on peut se poser la question de est-ce que alors le logement est une marchandise que Topalov dit c'est une marchandise impossible, mais voilà, il y a un marché du logement. Est-ce qu'il doit y avoir un marché de l'aménagement? Est-ce qu'il doit y avoir un marché de la gestion des espaces publics? Est-ce que la ville, dans tout ce qu'elle comporte de complexité, doit relever du marché? C'est un peu la question qui est posée. Et je pense que c'est aussi ce contre quoi aujourd'hui s'élèvent tout un tas d'acteurs de la société civile qui démontrent à travers leur action que si on raisonne dans des logiques extra-marchandes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique économique, mais qui sont des logiques qui sont tournées vers d'autres rentabilités que la rentabilité financière, et ben on peut aussi faire fonctionner la ville, on peut aussi produire la ville. Et là-dessus, il ne s'agit pas d'opposer justement le public et le privé, il s'agit peut-être d'introduire d'autres valeurs que la valeur économique pour concevoir un espace urbain. Adrien Gros, il y a 2 ans, on lisait par exemple dans Mediapart, en affaiblissant structurellement les finances des bailleurs sociaux, en réduisant au néant la loi SRU, en ouvrant la voie à une collaboration plus étroite avec le secteur privé, la loi Elan, discutée par le Parlement, annonce la destruction du secteur du logement social tel que nous le connaissons. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la loi Elan à cette époque-là. Où en sommes-nous aujourd'hui et où en sont les bailleurs sociaux face à cette menace qui pesait sur elles il y a 2 ans? Ben, on n'a pas trop le choix. De toute façon, je pense que si on ce transfert là effectivement des collectivités vers les opérateurs privés, un certain nombre de sujets de production, de gestion de la ville. Il faut se rappeler qu'il est aussi lié à une mise en contrainte des finances publiques et à l'imagination qui a une capacité à faire, que c'est là où est effectivement la performance, la qualité de service et du coup une certaine forme de capacité à financer des choses qu'on ne sait plus financer. C'est un peu pareil pour le logement social. Hein. Quand on voit la loi Elan, c'est avant tout d'abord une loi de finances qui dit je veux faire tant d'économies sur mon budget du logement. Bon, elle laisse de côté la question des produits défiscalisés, hein, sur lequel il n'y a aucune réduction qui a été faite, mais sur le logement social, on se dit que ce modèle historique un peu d'opérateur à but non lucratif, puisqu'il n'y a pas de dividendes versés, il n'y a rien, la richesse qui est produite par les loyers, etc., elle est réinvestie dans de la production de logements et petit à petit, effectivement, on produit de plus en plus de logements. Faisait que certains avaient des richesses cachées qui n'étaient pas remises dans le marché, qui étaient en gros une manne financière qui peu utilisable. Et donc on a été passé au crible de cette même logique de transfert en se disant c'est pas acceptable, donc c'est pas acceptable, il y a trop de petits bailleurs qui font du clientélisme, il y a trop d'argent qui dort, il faut faire tourner tout ça. Et il faut changer le modèle, c'est-à-dire que on passe d'un modèle effectivement de production de patrimoine et d'entretien d'un patrimoine à la gestion d'actifs, c'est-à-dire que pour pouvoir construire demain, les bailleurs doivent vendre du patrimoine, et c'est l'argent de la vente de ces logements, alors effectivement qui participe d'une accession aussi à la propriété pour des ménages qui sont qui sont aujourd'hui dans un logement social ou en tout cas sur des prix très acceptables, qui créent aussi la copropriété, etc., mais qui sortent un certain nombre de logements sociaux pour en produire plus. Et on voit bien derrière aussi le jeu de la massification, puisque ce qu'on constate depuis 2 ans, et je crois qu'il y a des chiffres récents qui sont sortis, montrant qu'il y avait à peu près 200 organismes, je crois, en moins, dans cette vague des 3 ans de la loi Elan, cette concentration du logement social sur des grands groupes dirigés par Paris. Et on a même vu des poignées de main intéressantes entre des groupes financiers, des assurances et des bailleurs sociaux, en se disant qu'il y avait un intérêt finalement à financer tout ça. Donc il y a un changement de modèle qui va un peu dans le sens de ce que Paul évoquait sur la fabrication de la ville, sur cette mode de gestion du logement social qu'on a constaté dans plein de pays européens, en Angleterre ou ailleurs,
que certains en reviennent. Donc on est dedans, donc on essaye de faire avec deux grandes tendances, des tendances de regroupement fortes, de grands groupes, effectivement, de grands organismes HLM qui vont peser des dizaines, voire des centaines de milliers de logements. Il y a 4 millions de logements sociaux, je crois, en France. Donc on a des groupes qui font parfois jusqu'à 1 million de logements sociaux. Donc voilà, on parle de ça. Et d'autres petits bailleurs, comme nous, puisque avec 20 000 logements, maintenant, on devient un petit bailleur. Imaginons que notre avenir, il a un sens puisqu'il est ancré à un territoire, il est ancré à des politiques publiques, il est ancré à un modèle non lucratif et de réinjection de la richesse dans de la production de biens, de logements sociaux ou en tout cas des choses qui n'ont peut-être pas de valeur marchande en tant que telle, et d'essayer de trouver des alliances localement pour essayer de rester ancré et de répondre à des politiques locales. On verra après, dans plusieurs années, ce qui va en rester. Mais effectivement, c'est un séisme, mais qui va dans le sens, effectivement, d'une optimisation financière de cette politique, ou de cette... Oui, si tant est qu'il y en ait une. Moi, j'essaie de comprendre. Donc, on avait un système qui était plutôt vertueux, puisqu'il permettait quand même de loger des millions, qu'on était parvenu, on peut dire, à affiner, à rendre, et qui était, on peut dire, hors du risque de la faillite, puisqu'il était... il tournait, on peut dire, sur lui-même, c'est-à-dire, et là, en l'ouvrant, on peut dire, au marché, on crée les conditions d'une faillite aussi, c'est-à-dire on crée les conditions d'une faillite du logement social. Et on a des exemples, par exemple, une des plus grandes copropriétés en déperdition en Europe se trouve en France, en Île-de-France, Grigny 2, c'est plus de 20 000 habitants dans une copropriété qu'on ne sait plus comment gérer, qu'on ne sait plus comment entretenir, et qui est une sorte de no man's land pour les gens qui y habitent aussi. Je veux dire, c'est un non-lieu terrible. Donc voilà, c'est-à-dire on prend un risque et on introduit la notion de risque là où il n'y en avait pas. Oui, on prend un risque. Après, on a la chance de ne pas être encore complètement dans une économie de marché. Enfin, on est encore à part. Par contre, on voit qu'il y a des pans de nos métiers qui peuvent être faits par le privé. La production de logements sociaux aujourd'hui, c'est principalement... pour moitié en général dans les territoires produits par les promoteurs et revendus à des bailleurs. Donc on construit moins. On ne construit pas les produits, l'habitat qu'on souhaite sur une grande part de notre production. Demain, les questions de gestion immobilière, il y a des grands groupes comme Foncia, comme d'autres, qui vont peut-être revendiquer qu'ils savent faire ça très bien. Et effectivement, on va créer de la copropriété, donc il va falloir pouvoir le suivre, tout ça. Et on est en train de transférer, d'une certaine manière, un bien public vers de la propriété privée, avec tout ce que ça pose comme question sur les conditions de gestion derrière, les moyens pour l'entretenir, etc. Il y a quand même, il ne faut pas être si sombre ce soir, il y a quand même aussi des outils qui ouvrent le champ, notamment sur la propriété foncière, et je pense au bail réel solidaire ou aux organismes fonciers solidaires qui permettent de faire en sorte que les terrains restent la propriété d'opérateurs publics. Et il n'y a que le logement qui se vend, et après on loue son logement. Dans la vente HLM, par exemple, c'est un des scénarios envisagés, c'est-à-dire que les organes publics conservent une propriété des terrains, même si les logements sont cédés et sont en copropriété. Ce qui permet d'avoir un certain regard aussi, un certain suivi, et qui est un peu à contre-courant finalement de cette privatisation des fonciers publics. Puisque si on vient sur la question de la fabrique de la ville, je me faisais cette réflexion avant de venir, souvent les grandes emprises publiques, les grandes emprises sur lesquelles on travaille des projets d'aménagement dans les agglomérations, d'autant que c'est porté, c'est renforcé par le fait qu'on ne veut plus artificialiser en dehors, donc on réinvestit ces friches, qui sont souvent des friches SNCF, qui peuvent être des friches de grands opérateurs publics, donc c'était des fonciers qui étaient de près ou de loin des fonciers publics. On les recède effectivement à du privé. Ce qu'il en reste, c'est une part d'équipement public,
d'espaces publics, de rues, si tant est encore qu'elles restent publiques, puisqu'on assiste aussi à des projets où les rues deviennent privées, hein, et donc elles sont gardiennées, elles sont ouvertes qu'en certaines périodes en journée. Mais on est en train de transférer effectivement des biens publics dans une économie marchande après, donc qui sont portés par le marché du logement, par le marché immobilier, mais voilà, qui sont bien là. Et on a quand même ces outils, je pense, qui ne sont pas inintéressants. Et je pense qu'il y a quand même un changement de... On constate depuis quelques années que cette volonté de transférer au privé pour faire, parce que ça coûte moins cher pour la collectivité, c'est plus efficace, on en revient. Les collectivités essaient de reprendre la main, au moins par le réglementaire, au moins par la négociation, au moins par des outils publics aussi d'aménagement. Et moi, j'ai bon espoir qu'on revienne à un âge plus... Ouais, à un aménagement public plus fort, qu'on a dans certains territoires où il y a des territoires où il n'y a pas de privés qui font de l'aménagement, c'est que des opérateurs publics. Charge à eux de se re-responsabiliser. On en discutait avec Paul juste avant sur ces SEM, ces établissements publics qui aussi ont joué ce jeu de se dire moi je suis assis sur des financements publics, je ne veux pas mettre mes collectivités à risque, donc je transfère mes risques au privé et donc je cède des gros bouts à des privés parce qu'ils sauront faire, parce qu'ils ont des échelles de projets immobiliers, donc des échelles financières qui pourront absorber un peu de voirie, un peu de ceci, un peu de cela, que moi je ne peux plus me payer. Et moi je crois beaucoup à cette question de la participation, de la coopération et du débat citoyen qui va relégitimer le pouvoir public par rapport à ce jeu dur qu'on voit sur certains territoires où que le produit final n'est pas finalement la promesse du début, entre la promesse du projet très beau sur les images et puis ce qu'on arrive finalement à faire une fois qu'on a composé avec toutes les contraintes techniques. Et je pense que si les élus acceptent ce lâcher-prise et le fait de se déposséder d'une part de pouvoir, puisque en mettant en délibération un peu plus régulièrement et en écoutant un petit peu ce qui est tenable et pas tenable, ça va renforcer un contre-pouvoir et un rééquilibrage peut-être aussi de se rappeler quels sont les biens communs de nos villes et qu'est-ce qu'il faut absolument sanctuariser comme étant des choses qui restent publiques et qui ne sont pas à céder ou à remettre dans l'économie marchande. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Adrien, c'est qu'il souligne finalement le paradoxe qu'il y a à demander au marché de prendre le risque de faire de l'aménagement, alors que l'aménagement est par essence quelque chose qui n'est pas rentable. Et donc, lorsqu'on demande à des sociétés dont l'enjeu, dont la contrainte, je dirais, c'est même pas l'objectif, c'est la contrainte, est de générer une marge économique pour rémunérer leurs actionnaires, de prendre d'énormes risques financiers, mais sur lesquels elles ne sont pas censées gagner de l'argent, vu que produire un espace public, c'est toujours une source de coût et c'est jamais une source de profit, et ben, nécessairement, ça fait que ces acteurs-là génèrent d'autres marges autre part pour justifier du risque financier qu'ils prennent. Et donc, le problème, c'est pas du tout que les promoteurs immobiliers fassent de la marge. Le problème, c'est que un logement qui produit 8% de marge et un logement qui produit 20% de marge, suivant les risques que le promoteur a pris à côté, eh ben, c'est juste un logement qui n'aura pas la même qualité in fine. Et c'est bien ce dont on parle. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux promoteurs en disant qu'ils font des marges incroyables, etc. Parce qu'en plus, la promotion immobilière fait des marges bien moindres que plein d'autres industries. Voilà, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'armement, l'industrie boursière font des marges infiniment plus grosses que celles de la promotion immobilière. Mais par contre, derrière, alors on pourrait aussi discuter du prix du médicament, mais ce n'est pas le sujet, derrière, ça amoindrit la qualité des logements, tout simplement. Et je pense que ou des espaces publics. Et donc je pense que c'est un peu ça la question. Et d'autre part, il y a aussi cette double injonction contradictoire, à mon sens, entre, d'un côté, cette massification dont parlait Adrien, et donc voilà, soyez plus gros, ça permettra d'optimiser, de rationaliser, qui sont en fait le mot optimisation, le mot rationalisation, c'est toujours des synonymes de baisser les coûts.
Et d'un autre côté, l'injonction à l'innovation, c'est-à-dire à prendre des risques, c'est-à-dire à renouveler des méthodes de production et de gestion de la ville dont tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'elles ne fonctionnent plus et qu'elles sont plus adaptées aux enjeux urbains, sociaux, sanitaires de nos villes. Mais par contre, on ne peut pas à la fois demander à des gens de grossir et de rentrer dans des process qui vont être complètement standardisés et de prendre des risques, de changer de manière de faire, d'être plus agile. Et ça, une fois de plus, il ne s'agit pas de dire que le privé est incapable de faire ça, c'est juste une histoire de taille. Voilà, effectivement, une grosse structure, qu'elle soit publique ou privée, aura davantage de mal à innover, à changer, à être malin, à prendre des risques qu'une petite structure. Et je pense que l'enjeu de la taille des opérateurs qui aujourd'hui gèrent ces millions de logements sociaux, eh ben, il est aussi là, dans la capacité de ces opérateurs à trouver des nouveaux modèles. Et on fera jamais la ville sans le marché, sans des opérateurs privés. La ville, elle est faite de ça depuis qu'elle est ville. La question, c'est quel périmètre on donne. Quel périmètre on donne à ce qui reste public, quel périmètre on donne à ce qui rentre dans le marché. Et derrière, comment on comprend ces logiques immobilières et de décrisper le débat sur, de toute façon, à partir du moment où je passe à un opérateur, l'enjeu devient la marge et plus le projet. Je pense que c'est en comprenant ces logiques financières, ces logiques structurelles de prise de décision ou de prise de risque, qu'on peut infléchir justement sur une production pour amener les opérateurs à aller là où on souhaite qu'ils aillent, sans être dans l'injection totale de il faut faire, en gros il faut faire pas cher, il faut faire en bois, il faut faire avec du coworking, il faut faire avec de l'ESS, il faut faire avec du logement social, et puis il faut faire avec des espaces publics, puis si vous pouvez me faire une crèche, ce serait pas mal. Ça rentre pas, ça peut pas rentrer. Donc forcément il y a de la casse à la fin sur quelque chose, et puis il y a de la crispation, et donc on n'est plus dans une coopération saine. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux thèmes de notre débat sur cette financiarisation avec laquelle il faut composer. La question, c'est comment on compose avec et comment on se donne des outils. Et quand je dis des outils, c'est au sein des collectivités, au sein des opérateurs publics, et comment on se redéplace par rapport à des process de projet classiques. Et on revient à cette question du temps du projet et de déformer un peu les usages et comment on recentre sur d'autres choses. Et quand on est sur le transitoire, il me semble, on met déjà des cailloux dans les chaussures qui empêcheront demain de tomber dans une ville standardisée, etc. Il y a un côté très... Enfin, moi, je trouve, ce qui m'intéresse beaucoup, et alors, vous allez dire, c'est que de la stratégie, etc., mais quand on engage une occupation temporaire ou qu'on installe quelque chose à un endroit, on sait qu'on va devoir composer avec. Donc, on assume le fait que déjà, il faudra faire de la place pour ça. Et donc on a déjà sanctuarisé, entre guillemets, une part du programme, une part de ce qui fera un peu l'âme d'un lieu demain. Venons-en un peu à la question de l'écologie et du développement durable. Il y a une dizaine d'années, on avait l'impression que quelque chose était en train de se mettre en place avec les écoquartiers, avec des projets comme les Batignolles à Paris, où on avait d'abord le parc et après, on peut se dire, le projet immobilier. Et depuis, on a l'impression que ça n'a pas vraiment évolué. C'est-à-dire, on attendait l'étape suivante, on attendait le passage, on peut dire, à la vitesse supérieure. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore venu. C'est-à-dire que le vrai basculement écologique dans la fabrique urbaine, il se fait encore attendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourtant, il n'y a jamais eu autant d'écoquartiers en France qu'aujourd'hui. Oui, est-ce que c'était ça qui est attendu? La modernisation du dernier label, elle a une valeur importante, c'est de rajouter une étape qui est 3 ans après la livraison, qu'est-ce qui se passe? Et ça renvoie à ce que disait Paul sur la question de la gestion demain. C'est-à-dire que ça y est, enfin, dans le label écoquartier, on pense à comment ça vit derrière, donc comment c'est géré
Et donc comment cette ambition écologique posée au début, elle a une certaine pérennité, quoi. Elle se déploie. Parce que un des écueils de nos écoquartiers a été de les penser entre techniciens. Donc c'est devenu des sujets techniques. On revient à cette question matérielle. Ce n'était pas des sujets on a pensé pour le citoyen qui vient vivre dans cet écoquartier quelle était la ville écologique dans laquelle il devait vivre. Et ça se finit en malaise. Ça se finit en malaise puisque on n'est pas forcément en raccord avec la demande, avec le besoin. On a produit un outillage de ces quartiers-là, de ces bâtiments intelligents presque ingérables, ou des montages juridiques presque ingérables. Et soit on a une promesse qui n'est pas tenue quand les gens arrivent, pour ceux qui se disent tiens, c'est un écoquartier, enfin un truc, et ils s'imaginent à Francfort ou ailleurs, et puis ils tombent dans un quartier neuf, dans une ZAC. Voilà. Soit au contraire, on a des gens qui viennent habiter là parce qu'ils ont enfin trouvé un logement à un loyer à peu près maîtrisé, parce que c'est du Pinel, etc. Et donc ils viennent là le temps de trouver ailleurs pour vivre, et donc ils sont que de passage et ils n'ont pas très bien compris quelle était l'intention de l'écoquartier. Donc on fait de la communication, on fait des guides, on essaye d'apprendre aux citoyens comment vivre dans leur écoquartier. Voilà, on retrouve ce même écueil de ne pas avoir pensé les choses tout simplement avec ceux qui allaient le vivre avant. Alors vous allez me dire, qui est prêt à 5 ans avant d'habiter un logement, venir travailler avec des professionnels pour savoir c'est quoi l'écologie dans un écoquartier? Bon, ben on trouve des parades. On arrive à mobiliser déjà des gens, des habitants, et à comprendre ce que ça peut vouloir dire de vivre dans un écoquartier. Qu'est-ce qu'on attend comme écologie dans un écoquartier? Qu'est-ce qu'on attend comme solidarité, comme engagement citoyen? Enfin, comment ça ouvre d'autres portes que juste un logement hyper performant avec plein de capteurs, etc. Et puis des déchets qui se gèrent en pneumatique ou que sais-je. Voilà. Et donc de revenir à quelque chose d'un peu plus essentiel. Moi, je pense qu'il est là, il est principalement là l'écueil. Il est qu'on a fait de l'écoquartier un outil technique, un outil et techno aussi, parce que les grilles, il faut se les remplir. Hein. D'ailleurs, on paye des AMO pour remplir les grilles écoquartiers. Donc, on marche un peu sur la tête. Donc, on oublie les fondamentaux, on oublie ce pourquoi, qu'est-ce qu'on veut porter dans un écoquartier. Sans doute qu'un écoquartier à Strasbourg, à Lille, à Rennes, dans la Creuse, ou à Marseille, ou à Bordeaux, sont absolument pas les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont à peu près tous pareils. Je pense, je me défie quelqu'un de trouver des vraies distinctions, ne serait-ce que sur la forme. Donc, moi, je sens que tout le monde est à peu près, enfin, sent bien ce diagnostic-là, qu'il y avait une bonne intention. La première bonne intention, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont labellisés écoquartiers. Donc déjà, ça montre qu'il y a une volonté d'eux. Après, pourquoi on ne passe pas à l'étape d'après? Je pense parce qu'on le fait comme on l'a fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire différemment si on fait comme d'habitude. Voilà. Donc... Et on revient à tous ces processus un peu atypiques qui sont des pas de côté, des détournements et des mobilisations d'acteurs à différents moments, et à la gestion du temps du projet. C'est quand même une chance d'avoir des projets longs, d'avoir des espaces, des interstices, des temps morts, des temps vifs, des chantiers. Enfin, tout ça, il faut jouer avec pour en faire de la richesse. Paul, comment est-ce qu'on passe d'un label à une écologie effective? Je pense justement que c'est peut-être en faisant en sorte que ça intéresse d'autres gens que les experts, et que voilà, et qu'on puisse finalement, enfin, sortir d'une approche technique et assumer que oui, il s'agit de questions politiques. Voilà, aujourd'hui, moi je dirais que 10 ans après l'arrivée de la première charte écoquartier, on a l'impression que globalement on sait faire, on sait construire de manière plus écolo, etc. Mais évidemment, si c'est derrière habité par des gens à qui on impose des normes de l'extérieur, à qui on dit non, désolé, en fait, tu vas pas ouvrir ta fenêtre, mais t'inquiète pas, ça va quand même s'aérer, c'est magique. Forcément, ça marche pas. Donc, premièrement, je pense que c'est une question d'éducation, et quand je dis d'éducation, je parle notamment des enfants. À quoi ça sert aujourd'hui de planifier des écoquartiers qui sortiront dans 20 ans? Avec la preuve par 7, on avait comme ça, on suivait un projet d'écoquartier à Orléans
où finalement sur une friche militaire, la ville avait planifié donc un écoquartier. Sauf que, étant donné le rythme de production de logements et de besoin de logements sur la métropole d'Orléans, on savait que cet écoquartier, finalement, il serait terminé d'ici 25, peut-être 30 ans. Et par contre, les gens qui venaient aux réunions de concertation, c'était des gens qui, tout simplement, étant donné l'espérance de vie actuelle de la société française, ne verraient pas la fin de cet écoquartier. Donc finalement, on était en train de réfléchir à un quartier avec des gens qui ne le verraient pas. Et à côté de ça, il y avait des écoles autour où il y avait des gamins qui n'avaient strictement jamais entendu parler du futur développement immobilier à côté. Or, c'était probablement eux qui allaient occuper cet écoquartier. Donc finalement, est-ce que c'était plus important de se concentrer sur la production de l'écoquartier ou est-ce qu'il ne fallait pas aller choper les gamins et faire donc des éco-citoyens de demain qui pourraient s'approprier les lieux, et s'approprier les lieux, ça passe pas forcément par la propriété privée, et donc c'est aussi l'enjeu d'y aller petit à petit et de faire en sorte que les gens puissent, même quand il s'agit d'un logement social, intervenir sur leur logement, que les gens puissent se sentir responsables de chez eux. Et en dernier lieu, je pense que l'enjeu, c'est celui de la sobriété, parce que aujourd'hui, 60% des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment, elles sont produites pendant sa construction. Donc le logement le moins consommateur, finalement, c'est le logement qui existe déjà. Et je pense qu'il y a aussi, peut-être que faire des écoquartiers ex nihilo qui sont parfaits, mais en fait dont on va retrouver le bienfait écologique seulement dans 50 ans, le temps d'amortir les gaz à effet de serre produits pendant leur construction, peut-être aussi que là c'est des questions à poser et que toutes ces méthodes, il faudrait qu'elles soient diffusées pas seulement dans les AC, pas seulement dans les grands projets d'aménagement, mais tout simplement dans chaque production de maisons individuelles, dans chaque production ou rénovation d'immeubles, et plus seulement dans le cadre d'un urbanisme planifié. C'est vrai qu'on est un peu toujours sur nos périmètres bordés, c'est-à-dire en gros il y a l'écoquartier et puis le reste de la ville, ça vit sa vie. Et c'est pas simple avec les outils qu'on a de déborder, c'est-à-dire de se dire finalement dans un quartier, une friche, elle a la chance d'être un potentiel pour ce qui est déjà là, pour un quartier qui existe déjà. Donc comment on renverse le truc en se disant que c'est pas juste un développement ex nihilo, c'est-à-dire je travaille cette friche, je la développe, etc. Et puis ici ce sera super, mais bien c'est le quartier existant qui déborde sur cette friche. Et l'écologie qui se travaille sur cette friche-là, il faut qu'elle raconte quelque chose aussi sur ce qui existe là, ce qui est déjà existant. Et des fois, il y a des écoles, il y a déjà de l'habitat, il y a des demandes de rénovation, il y a des gens qui sont paumés pour savoir comment ils rénovent leur logement. Aujourd'hui, vous voulez construire avec des matériaux un peu écologiques, battez-vous pour trouver les entrepreneurs, les conseils, etc. À moins d'avoir les moyens, c'est quand même encore très, très, très compliqué. Et pourtant, à côté, on fait du neuf avec beaucoup d'ingénierie. Alors là, on y va, il n'y a pas de problème pour dépenser de l'énergie dessus. Et je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on est toujours en retard, surtout. C'est-à-dire que les écoquartiers qui sortent aujourd'hui, ils étaient pensés il y a, au mieux 5 ans, voire il y a 10 à 15 ans. Sauf qu'il y a 10 à 15 ans, la question du réchauffement climatique n'était pas perçue de la même manière. On était complètement omnibulé par le chauffage, et pas du tout par le confort d'été. Donc aujourd'hui, on a fait des espèces de thermos qui se réchauffent énormément l'été, et on n'a pas anticipé ce changement-là, alors qu'il suffisait un peu d'écouter les bruits faibles et de tous ceux qui avaient fait un peu de prospective là-dessus pour voir que inexorablement, même si on luttait comme des fous, on arriverait à quelques degrés supplémentaires, et dans certaines régions, et à Bordeaux on est bien placé, on va être servi. Et on est toujours en retard. Et c'est là où il y a c'est la même chose sur ces grands projets immobiliers, le temps qu'ils sortent. Tout le monde s'excite énormément au démarrage. C'est-à-dire que alors là, c'est fantastique, parce qu'il y a tout à penser, il y a des images, ça fait rêver. Et puis après, paf, PC, machin, et roule. Et pendant 5 ans,
ça sort, et jamais pendant 5 ans on s'autorise à bouger quoi que ce soit. Parce que c'est hyper compliqué, parce qu'il y a déjà des autorisations d'urbanisme, parce que le bilan financier il est bouclé, etc. Donc il y a la place pour rien de neuf, il y a la place pour aucune évolution. Et donc on arrive 5, 7, 10 ans après avec un truc qui est complètement obsolète. Et quand on voit aujourd'hui comment notre perception du monde, des attentes changent à une vitesse énorme, il a fallu voir ce qu'on s'est pris là dans la dernière année pour comprendre comment on a besoin de s'adapter en permanence. On a beaucoup de difficultés à le faire. On a beaucoup de difficultés à le faire, et c'est là où des process plus itératifs, de se questionner tout le temps du projet par phase sur qu'est-ce que j'ai fait, comment je m'autorise à ce qu'à un moment donné, un truc supplémentaire arrive et réadapte le projet et l'enrichisse. On a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal. Selon moi, il faudrait que, premièrement, le réemploi des bâtiments et le réemploi des matériaux qui sont dans les bâtiments soient massifs et deviennent la norme. Et ça, en intégrant le coût carbone, peut-être que c'est possible. Deuxièmement, l'évolutivité des bâtiments. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, produire des bâtiments qui ne peuvent avoir qu'un seul usage, je pense que c'est le pire legs urbain qu'on puisse faire aux générations futures. Et ensuite même imaginer leur réversibilité. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, on peut construire des choses dont on doit imaginer dès à présent la déconstruction. Parce que voilà, il y a un trait de côte qui va reculer, parce que oui, on n'aura peut-être plus besoin d'autant de parkings dans 30 ans, mais on doit quand même aujourd'hui construire des parkings pour que les gens puissent se déplacer. Et voilà. Et donc, comment est-ce que ces parkings, ils peuvent soit être déconstruits, soit devenir des refuges en cas de canicule, même voire si c'est des parkings en superstructure, des logements, des bureaux, mais en tout cas penser dès à présent et intégrer dans les bilans de construction les surcoûts que ça représente, ça paraît évidemment vital, mais si on laisse le marché, si on considère que c'est au marché de l'absorber et qu'il n'y a pas un organisme de redistribution ou d'amortissement de ça, ce qui s'appelle en gros des finances publiques à un moment, c'est-à-dire notre argent collectif qui l'opère, ça ne marchera pas. Donc c'est pas idéologique comme enjeu, c'est juste basiquement politique. L'enjeu n'est peut-être pas idéologique, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'idéologie dans la façon dont les choses sont orientées par certains acteurs du marché. C'est-à-dire en ce moment, on est en train de construire des tours encore à la Défense. Et on est même en train d'en planifier. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose... Moi, je me demande, et je vous pose la question, c'est-à-dire est-ce que le tertiaire et les tours de bureaux, c'est les prochaines friches urbaines qu'on va pouvoir utiliser comme on l'a fait de certaines halles industrielles? C'est le développement durable, il faut laisser du travail aux générations futures. Mais il y a déjà les friches commerciales qui ont été identifiées comme étant un gros enjeu de recyclage. Demain, les tours de bureau, je ne sais pas trop le dire. On en fera peut-être autre chose pour en faire des tours de logement, peut-être. On pourra, que sais-je, mais... Enfin, on a... De toute façon, tant que l'humanité se développe, elle a besoin de construire. Donc elle va poser des éléments, elle va effectivement, flexibilité, évolutivité, si on peut, tant mieux. Mais les immeubles de... On voit comment les immeubles d'Haussmann ont pu se transformer aussi à Paris récemment aussi sur cette question du bureau, dans un sens, dans l'autre. Enfin, à chaque époque, en fait, on recycle dans un sens ou on recycle dans l'autre, en fonction du besoin, en fonction du marché. Donc, dès lors que... Moi, on peut pas... il ne faut pas non plus tomber dans un immobilisme et de se dire tout ce qu'on va faire va nous bloquer demain. Parce que c'est ce qui nous paralyse des fois. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut y aller. On n'aura jamais tout pensé. Donc, il faut se laisser, il faut ouvrir des portes. Il faut effectivement, comme dit Paul, avoir cette attention-là.
Après, il faut aussi s'autoriser à faire, tout en se disant que ce qu'on a décidé maintenant, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, s'autoriser à l'adapter, à le changer. Après, c'est clair que si on a des montages juridiques complexes, si on a des copros, si on a des choses comme ça va être plus compliqué, hein, ça va moins bien changer. Donc il y a aussi un rapport quand même à la propriété, au montage. Je pense que c'est peut-être là qu'on doit aussi gagner en économie, c'est sur la simplicité des montages et des choses, pour justement laisser la place à ce que ça change. Quand un bailleur est propriétaire d'un immeuble, quand une collectivité est propriétaire d'un parking, c'est plus simple à changer que quand on a une copropriété de logement ou un parking en copropriété privée. On a eu le sujet à Bègles, par exemple, d'échanges avec les élus sur l'évolutivité technique des parkings. On voit assez bien comment on fait, on les fait plus haut, etc. Enfin, on fait des patios centraux, histoire que demain on ait des trams qui soient facilement réversibles en logement ou en bureau. Si c'est une copro de 400 personnes, j'ai un peu de mal à imaginer comment simplement ça bouge. Si c'est la puissance publique qui a accepté que sa régie de stationnement y aille, le tienne, le porte, on assure l'équilibre économique, là, on s'est déjà donné une possibilité que ça change. Donc c'est plein de petites attentions, je pense, et puis après, à un moment donné, il faut quand même faire, parce que sinon on ne fait plus rien. Non, mais c'est ça aussi la difficulté majeure aujourd'hui, c'est que faut pas stériliser l'action. Et c'est là où, je ne sais plus qui de toi, Paul, ou toi, a parlé la question d'abord agir avant de théoriser. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Enfin, à un moment donné, il faut y aller, il faut tester, il faut se laisser des portes ouvertes, il faut réfléchir en agissant, il faut continuer d'agir. Après, le mot de la fin. Là-dessus, je pense que je suis pas sûr que ce soit une question de forme urbaine. C'est-à-dire que si une tour possède des espaces capables, des manières d'évoluer dans le temps, de s'adapter, et que dans certaines situations urbaines, ça peut se justifier, je pense. Par contre, derrière, c'est peut-être sortir de l'idée que c'est la forme qui instruira derrière l'usage, et renverser cette idée-là, parce que l'espace, c'est le réceptacle des rapports sociaux, comme disait Lefebvre, et finalement c'est peut-être en partant plutôt de l'usage qu'on pourra s'adapter aux formes urbaines, quelles qu'elles soient, à mon sens. Patrick Bouchain dira dans un entretien qui sera publié le mois prochain dans Art Presse que dans une tour, on peut vivre, même s'il n'y a plus d'ascenseur, comme un montagnard, et qui sait, peut-être il y aura des montagnards qui vivront à la Défense, et voilà, ça sera très bon pour eux de monter 50 étages à pied, donc peut-être. C'est ça, là. Puis peut-être que le lotissement vertical, dont on voit des images dans les plus grandes utopies et qu'on n'arrive pas à réaliser, puisque certains l'ont testé à Bordeaux et que c'est très compliqué, naîtra aussi de cette vacance, de cette idée de recyclage. Bon. Oui, je pense aussi que il ne faut pas se focaliser sur l'histoire des tours qui représentent en mètres carrés une part infinitésimale de la ville, mais je suis d'accord avec Adrien sur le fait qu'il y a aujourd'hui des sujets dans les entrées de ville, dans ces zones commerciales qu'on a tapissées, et dont on ne peut pas faire l'économie d'une pensée sur leur mutation. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Donc moi je lance un appel aux foncières, aux propriétaires de zones commerciales en déshérence. Il faut absolument, il est urgent de repenser ces zones, et donc d'expérimenter, de mener des projets qui rapporteront pas d'argent, pas tout de suite en tout cas, sur ces zones, de réfléchir à comment est-ce qu'elles peuvent muter, comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer dans la ville, comment est-ce qu'elles peuvent attirer d'autres usages que le mono-usage commercial. Et donc il faut absolument expérimenter et en faire des laboratoires urbains, plutôt que ces marges aujourd'hui qu'on refuse de regarder.
Voilà, l'appel est lancé. Merci Paul Citron, merci Adrien Gros. Merci. Et puis, voilà. Merci à Arc en Rêve de nous avoir accueillis. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir.